Voilà, je vais directement accueillir les intervenants de la table ronde. Donc nous avons le plaisir d'avoir pour une petite demi-heure de discussion avant la pause, 10h30, 3 intervenants qui vont réagir notamment au texte de Tony Mouzou, mais aussi faire part de leurs idées ou de leurs avis sur ce qui s'est passé pendant la pandémie ou de manière générale sur l'évolution du droit de la santé au travail en Union européenne. Et donc tout d'abord, nous allons accueillir Sarah Mathieu, que je vais présenter. Donc Sarah Mathieu est députée européenne où elle suit les commissions du commerce international, de l'environnement et de la santé, et des affaires sociales et du travail. Et le fil conducteur de son travail est de réaliser une Europe sociale et durable et d'œuvrer pour le développement du Green Deal européen. De plus, elle est également conseillère communale à Gand. Elle continue à avoir ses activités également au niveau national, afin de ne pas perdre le contact avec sa ville. Et donc, elle était avant cela d'ailleurs secrétaire de groupe du Parlement bruxellois. Et Sarah Mathieu a contribué à différents shadow reports, notamment sur les questions de l'amiante et les questions aussi des agents cancérigènes ou mutagènes au travail. Donc, bienvenue Sarah Mathieu. Nous avons également Claude Rollin qui est avec nous, que je ne dois sans doute pas vous présenter, qui a d'abord travaillé comme ouvrier dans les secteurs forestiers et de la construction et qui a été engagé à la Confédération des syndicats chrétiens, au début comme permanent interprofessionnel et ensuite comme secrétaire de la Fédération du Luxembourg et enfin comme secrétaire général. Entre 2014 et 2019, Claude Rollin est devenu député européen où il assumera la vice-présidence de la Commission emploi et affaires sociales et sera notamment rapporteur pour 3 révisions de la fameuse directive sur les agents cancérogènes et mutagènes. Et à titre bénévole, il préside encore la Mutualité chrétienne de la province de Luxembourg et est administrateur de l'Alliance nationale des mutualités chrétiennes. Et enfin, j'accueille Stefan Olsson. Stefan Olsson, merci beaucoup d'être là, qui est suédois d'origine. Donc, je remercie déjà ces 3 intervenants qui vont parler en français, ce qui est très appréciable. Merci à vous. Il est juriste de formation, rentré à la Commission européenne en 1996. Et il est directeur de l'unité conditions de travail et dialogue social, qui couvre aussi la santé et la sécurité au travail, auprès donc de la DG, de la Direction générale de l'emploi, affaires sociales et inclusion. Merci beaucoup à vous d'être là, tous les 3. Je propose de donner peut-être d'abord la parole. Donc, l'idée, c'est que chaque intervenant parle 5 à 10 minutes. J'ai envie de dire, l'idée, c'est qu'on puisse avoir une pause à 10h30. Vous pouvez faire une intervention plus courte et dans ce cas-là, j'essaierai de pouvoir vous redonner la parole après les interventions de chacun pour que ce soit un peu plus dynamique. Je vais donner d'abord la parole à Madame Mathieu pour avoir son premier feedback, ses premières réactions sur ce que vous avez entendu ou ce que vous voulez dire. Merci à vous. Merci et bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs, bien sûr, de cette table ronde qui porte sur un sujet très important, je pense, et actuel. Un sujet d'ailleurs qui me tient beaucoup à cœur en tant que membre de la Commission du travail et des affaires sociales au sein du Parlement européen. Où je m'en occupe exactement des dossiers concernant la santé et la sécurité au travail. Et comme M. Mouzou l'a bien expliqué, l'acquis communautaire dans le domaine de la matière de santé au travail est vraiment essentiel pour la protection de la santé et de la sécurité au travail de 170 millions de travailleurs en Europe. Mais la présentation de Tony Mouzou a aussi montré, je pense, que malgré l'acquis législatif, le droit à la santé des travailleurs, ce n'est pas toujours acquis sur le terrain. Étant donné que la Commission a échoué à protéger les travailleurs durant la pandémie, je pense que la Commission doit à présent faire tout ce qui en est dans son pouvoir afin d'atténuer les effets néfastes de ce choix politique. Et la forme longue du Covid, c'est un parfait exemple, je trouve.
Cette forme, le long Covid en anglais, c'est une maladie complexe suite au Covid et montre une combinaison de symptômes à la fois pulmonaires, cardiaques et nerveux. Et au moins 10% des patients souffrant de la Covid développent le long Covid. Et selon les derniers chiffres, il y a 72,4 millions de cas de Covid dans l'Europe européenne. Et ainsi, selon une estimation prudente, environ 7 millions d'Européens souffrent ou ont souffert de cette maladie chronique. Des chiffres du Royaume-Uni montrent même que 40% d'entre eux sont malades pendant 1 an ou même plus. Et donc le long Covid n'a pas seulement des conséquences négatives pour la santé physique, elle cause également des problèmes au niveau du bien-être mental. Et cela a donc également des conséquences graves pour la situation socio-économique du patient au niveau individuel, mais cela a bien entendu aussi des répercussions sur le marché du travail en général. Et donc, des patients de long Covid ont lancé une organisation européenne afin de mieux faire entendre leurs besoins et leurs demandes. Et partout en Europe, les patients souffrent des mêmes difficultés. Tous les gouvernements des États membres et tous les systèmes de santé nationaux cherchent des réponses sur les mêmes questions de diagnostic et traitement, mais aussi de soutien au niveau social. Et je pense qu'il est temps que la Commission européenne commence à prendre en main cette pandémie, qui est véritablement une pandémie de l'ombre. Je demande que la Commission soit plus proactive à l'écoute des patients et la Commission doit, ceci le vite que possible, encourager les États membres à reconnaître cette forme de long Covid comme maladie, comme le WHO l'a déjà fait par ailleurs. Et je propose aussi que le long Covid soit reconnu comme maladie professionnelle, vu que le lieu de travail est le deuxième endroit le plus à risque où les gens attrapent le virus. Et la Commission peut aussi encourager et partager les best practices en ce qui concerne le diagnostic et le traitement multidisciplinaire qui se déroule déjà dans plusieurs États membres. Une meilleure collaboration entre les scientifiques, comme l'a fait le comité lors du développement de vaccins, ça va être également nécessaire. Mais bon, la mise à jour du cadre de sécurité et de santé au travail nous offre même une opportunité pour réaffirmer et renforcer le droit à santé pour tous les travailleurs. C'est une excellente occasion d'aligner la législation aux changements et aux défis du marché du travail courant. Et j'ai été ravie de lire que la proposition de la Commission se base sur une correcte analyse des problèmes. Il nous faut agir contre l'augmentation du stress, de l'épuisement professionnel. L'augmentation rapide du télétravail exige aussi un cadre et la situation des femmes sur le marché du travail s'est détériorée aussi pendant la pandémie. Des travailleurs et des travailleuses plus que jamais auparavant signalent des problèmes musculo-squelettiques dus entre autres au fait que le télétravail a augmenté. Des nouvelles méthodes de travail font pression sur les droits des travailleurs, c'est sûr. La mise en œuvre de l'acquis dans les États membres requiert également plus d'attention. Et pour progresser le droit à la santé au travail, nous avons besoin d'une législation forte dans de nombreux domaines. Il nous faut au minimum des directives pour la prévention contre les risques psychosociaux au travail, contre les risques de problèmes de dos dus au télétravail sur des chaises inappropriées ou bien à la table de cuisine maintenant.
et pour le droit à la déconnexion. Et la Commission, par contre, se limite à des recommandations. Et avec des recommandations, cependant, il ne nous sera pas possible de faire un pas en avant. Les préparations de la position parlementaire dans ce dossier viennent de démarrer dans notre commission du travail et des affaires sociaux. Et en tant que shadow rapporteur, je peux vous assurer que je me battrai ensemble avec les forces politiques progressistes au sein du Parlement pour beaucoup plus d'ambition et donc pour des mesures contraignantes qui peuvent réellement assurer le droit à la santé et à la sécurité au travail. Ceci est d'ailleurs lié à la pandémie. Prenons le personnel médical. Ils étaient nos héros en plein cœur de la pandémie. Et alors que la Commission n'a pas fait suffisamment pour les protéger, ils se sont battus à leur péril et à celui de leur famille pour aider des autres, pour nous aider. Et cependant, le personnel médical est exposé à plus que juste le virus SARS. Dans le secteur de la santé, par exemple, 12,7 millions d'infirmières et de soignants sont exposés chaque jour à des médicaments dangereux qui sont essentiels pour guérir du cancer, par exemple, mais qui peuvent également provoquer le cancer chez des personnes en parfaite santé. Et certains d'entre eux n'obtiennent même pas les bonnes informations à ce sujet dans les hôpitaux. Je pense que c'est notre responsabilité politique de protéger ces personnes. C'est pourquoi nous voulons utiliser la mise à jour du cadre de sécurité et de santé au travail pour adapter la directive pour la protection des substances cancérigènes au travail et afin qu'elle couvre également ces médicaments dangereux. Il en va de même pour les reprotoxiques, des substances qui affectent la fertilité et auxquelles au moins 2 millions de travailleurs sont exposés en Europe. Il s'agit des personnes travaillant, par exemple, dans l'industrie métallurgique, pétrochimie, mais aussi dans les secteurs de soins et d'agriculteurs. Et des gens qui nous nourrissent, qui prennent soin de nous et de nos proches. Alors pourquoi leur propre santé n'est-elle pas prise en charge? Donc c'est clair que le Parlement européen veut également que les reprotoxiques soient inclus dans cette directive. Je vais devoir vous interrompre bientôt, désolée, mais je vous laisse finir votre propos. Oui, je vais juste terminer avec un dossier qui me va certainement... Ça va certainement au-delà de la pandémie, mais c'est très actuel aussi, l'amiante. Donc, mardi prochain, nous avons un vote dans le Parlement sur un rapport sur l'amiante qui demande une stratégie large européenne de suppression de l'amiante dans tous les bâtiments et infrastructures utilitaires. Et c'est très important parce que c'est... très cancérigène. Il y a beaucoup de travailleurs qui souffrent des effets de l'amiante après une exposition. Et même beaucoup de gens pensent que c'est un problème de la passé, mais ce n'est pas vrai. C'est vraiment un problème d'aujourd'hui. Peut-être c'est interdit maintenant sur le marché européen, mais ça reste dans tous les bâtiments. Et donc c'est à cause de ça que nous voulons une Europe sans amiante. Et ce qui est très important au sujet d'aujourd'hui, d'avoir des normes ambitieuses de protection des travailleurs dans l'enlèvement. Bon, mais je vais terminer là. Merci. Un tout grand merci, Madame Mathieu. Je pense que je suis un petit peu contrainte de passer la parole tout de suite à Monsieur Olson parce qu'il y a des demandes par rapport à la Commission européenne qui sont assez claires. Vous avez un rôle qui est moins facile que les autres, hein, mais c'est vrai qu'on attend de vous peut-être certaines réponses par rapport aux priorités aussi de la Commission,
Laurent Vogel a souvent expliqué que depuis 15 ans, la machine européenne s'intéressait peut-être moins aux questions de santé au travail. Et donc, est-ce que vous avez l'impression que nous allons vers une évolution favorable ou est-ce qu'il y a certaines priorités qui nous donnent à penser que ça peut évoluer positivement? Donc, je vous donne la parole. Merci, Monsieur Olsen. Merci beaucoup. Je vais parler en français, donc ça veut dire que je vais suivre mes notes un peu parce que c'est pour vous épargner un peu de mon français un peu suédois. Donc, tout d'abord, permettez-moi de remercier le Centre de droit public pour avoir convié la Commission à ces colloques importants. C'est le sujet évidemment très important, mais aussi car il est organisé en hommage à Laurent Vogel, et c'est ce qu'on a entendu, figure bien connue au niveau européen, mais un peu partout en effet. Mais j'aurai l'occasion d'y revenir plus tard au cours de mon intervention. Donc, je commence avec la gestion de la pandémie. Tony a beaucoup parlé et Madame Mathieu aussi. Donc, c'est ce qui est important à mentionner, je pense, d'un point général. C'est que la Commission, il faut, quand on parle de la Commission, c'est vrai que la Commission est importante, mais il faut toujours savoir, évidemment, ce on a le Parlement, le Conseil. Donc, on a tous ensemble pris des mesures fortes, notamment pour mobiliser le fonds de cohésion et en introduisant une flexibilité sans précédent budgétaire. Et il ne faut pas oublier ça dans toute la discussion de pandémie parce qu'en effet, on a évité des chômages, on a réussi, qui a aussi des effets très, très, très négatifs, en effet, aussi pour la santé et la sécurité. L'objectif étant que les États membres puissent utiliser les fonds là où ils étaient le plus nécessaires pour lutter contre cette pandémie et aussi sur les effets de cette pandémie. Et on connaît tous les instruments SURE et tous les autres qui ont beaucoup aidé ici en Belgique, mais aussi en Suède et d'autres États membres. Et on a aussi très, très rapidement collaborer étroitement avec le EU OSHA, l'Agence européenne pour la sécurité et santé au travail, afin de publier en mars et avril 2020 des lignes directrices en vue d'adapter le lieu de travail et pour mettre en œuvre cette obligation que Tony a très bien présentée dans la directive cadre. Oui, dans tous les aspects. Et je pense là, évidemment, là, je vais essayer en français donc, la législation est très importante, évidemment, mais quand il faut agir très vite, rapidement, et c'est ce qu'on a vu sur le photo que Tony a montré, il faut qu'on puisse agir très, très rapidement. Et là, je pense, c'est ligne directrice. Et là, on a eu une collaboration très, très bien avec les partenaires sociaux, avec toutes les institutions. C'était très important de pouvoir sortir quelque chose dans quelques semaines. La pandémie était tout à fait, c'était une situation tout à fait nouvelle, et donc la législation va toujours, même avec une procédure d'urgence, ça prend toujours de temps. Donc là c'était pour moi c'était très nécessaire de pouvoir avoir cette agence formidable à Bilbao et pouvoir avoir ces lignes directrices. Ensuite, nous avons mis à jour la directive sur les agents biologiques. Tony, il en a parlé beaucoup.
Et donc, là, je pense que c'est la seule chose que Tony n'a pas à évoquer, c'est évidemment que ce n'est pas la Commission qui fait tout ça. Il y a une procédure. Et là, nous sommes appuyés sur les avis scientifiques des experts de tous les États membres et sur un vaste processus de consultation avec le Centre européen de prévention, l'Organisation mondiale de la santé. Et donc, on a vu les mêmes mesures ou la même gradation de 3 à 4 a été, donc, OMC a fait la même chose, ou c'est l'Organisation mondiale, oui. Ouais, l'Organisation mondiale, c'est toujours en anglais et français, mais le 3, c'était partout dans le monde, quoi. Donc, et là, je pense qu'il faut, Tony, tu l'as mentionné aussi, que si jamais le scientifique if the scientists in the committee would have trop de hypothétiques là, pour moi en français. If they would have classified it as 4, let's say they would have agreed with your assessment, then we would have stopped all development of vaccine and production of vaccine in Europe. Donc là, il y a quelque chose à regarder sur la directive, évidemment. Hein? Donc, parce que là, on aurait eu des conséquences désastreuses. Je dis pas, donc je ne suis pas d'accord que c'est la raison qu'on a mis en 3. La raison, c'était c'était vraiment une analyse scientifique de ce comité. Mais c'est aussi vrai que dans une autre situation future, qu'on espère qu'on ne va jamais avoir, il faut voir comment ça marche, cette directive. Et on a un groupe de travail qui regarde ça. Mais notre travail ne s'arrête bien évidemment pas là. On a donc déjà engagé à mettre en jour la recommandation de la Commission sur la maladie professionnelle afin d'inclure la COVID-19. Et donc, on travaille avec les inspecteurs de travail pour développer encore des orientations et des aides pour les inspecteurs. On a un travail important que Tony a mentionné au sein du comité santé et sécurité du travail avec les employeurs, les travailleurs et les États membres, un groupe de travail qui travaille étroitement avec tout ça. Donc, Tony a déjà mentionné toutes les directives, donc on y travaille, mais peut-être je dois mentionner, comme je suis ici avec Madame Mathieu et Monsieur Rollin, ce travail sur la directive sur les agents cancérigènes et mutagènes au travail. Pour faire court, cette directive a pour objectif de protéger les travailleurs exposés à des substances cancérigènes. Et depuis 2016, on a proposé 4 révisions de la directive. Et selon nos estimations, ces révisions successives devraient permettre de sauver plus de 100 000 vies au cours de 50 prochaines années. Et donc, là encore, nous décidons de réviser cette directive, nous comptons notamment sur l'avis du comité consultatif tripartite pour la sécurité et la santé au travail. Là, le travail, ce qu'on fait, scientifique, des études économiques, sociales, mais plutôt l'avis de ce comité, ça donne une base très forte pour les co-législateurs de prendre une décision très informée
en termes de la directive. Et là, je prends l'occasion de remercier M. Rollin qui a fait un travail fantastique depuis la dernière législature et aussi Mme Mathieu qui est rapporteur fictif. C'est ce que ça s'appelle en français, je pense, shadow. Je trouve ça, non, c'est ça, non? Je trouvais ça un peu, oui, mais vous êtes donc rapporteur fictif. Et donc vous avez parlé de la révision CMD4 où on a un travail entre le Conseil et le Parlement où on espère pouvoir trouver avec l'aide de la Commission un compromis. Je vais devoir vous couper bientôt, Monsieur Olson. Oui. So sorry. Ouais. Donc, c'est très intéressant tout ça. Donc, c'est difficile à s'arrêter, mais peut-être on va revenir. Mais je vais juste dire quelques mots pour remercier Laurent. Hein, très brièvement, pour ce travail qu'il a mené tous ces années, on n'a pas toujours été d'accord sur toutes les questions techniques scientifiques, mais nous avons toujours poursuivi le même objectif, la Commission et toi. Et donc, on a tous, l'équipe à Luxembourg, moi, mes prédécesseurs, je pense qu'on a... si je dis en anglais, your commitment, tenacity, on s'est vu on a raté des avions partout et on a été dans toutes ces conférences. C'est très dur, c'est un travail fantastique que toi tu as fait. Et je trouve aujourd'hui, c'est vraiment un moment fantastique de te remercier pour tout ça. Et je pense que tu vas continuer aussi avec ce travail, que tu ne t'arrêtes pas, et j'en suis sûr que ça va être le cas. Et donc, s'il y a des questions, je reviens. Merci beaucoup. Je suis sûre que vous allez discuter du groupe 3 et 4 pendant la pause, mais donc ça, on va y revenir d'ici 10 bonnes minutes. Et on va maintenant avoir le plaisir d'entendre M. Rollin, peut-être avec une perspective un peu plus générale sur justement les 10-15 dernières années de ce qui s'est fait en Union européenne. Ok, merci. Je vais essayer de le faire très, très rapidement. Quand même, vous remercier de m'inviter et surtout saluer Laurent. Alors, Laurent, pour moi, ce n'est pas Laurent. C'est des gens comme lui. Des gens comme lui dont, en tous les cas, moi, comme député, quand j'ai fait mon job de député, je n'aurais pas su faire ce job si je n'avais pas eu des gens comme Laurent qui venaient m'emmerder dans mon bureau. Oui, mais avec des choses... Enfin, il m'a permis de comprendre toute une série de choses, de dossiers dans lesquels j'avais aucun élément pour les comprendre de prime abord. Et d'autre part, aussi me dire à certains moments, Claude, ça ne va pas là-dessus, tu te trompes parce qu'il y a ça et ça. C'est vraiment nécessaire, c'est vraiment une alimentation de base pour un député. En tous les cas, ça devrait être son alimentation de base. Et donc, je te remercie, mais quand je te remercie, je remercie aussi Tony et d'autres qui font le même job et j'espère qu'ils vont continuer à le faire. Et en la matière, et tu as évoqué la directive cadre, Tony, donc sur tout ce que tu as dit, moi je peux approuver sans le moindre problème, je vais pas y revenir, mais quelques éléments qui me paraissent essentiels. En matière de santé et sécurité, c'est la prévention. Ça devrait être écrit en lettres très grandes. C'est d'abord la prévention qui doit être utilisée. Et pour faire un bon travail de prévention, eh bien, il faut se baser sur l'expérience des salariés qui sont les mieux placés pour connaître quelles sont les réalités de leurs conditions de travail, avec quoi ils travaillent, comment ils travaillent. Et c'est ensuite la concertation. Et la concertation sociale à tous les niveaux, au niveau de l'entreprise, au niveau des secteurs professionnels, au niveau interprofessionnel et sur les niveaux nationaux, enfin régionaux, nationaux et européens. Et dans ce que tu as cité, Tony, tout à l'heure, je pense qu'il y a quelques points, mais je vais les reprendre en termes d'items simplement pour les souligner parce qu'on n'a pas le temps de développer. Mais c'est la nécessité d'un plan d'urgence par rapport à des pandémies. Je me souviens, j'avais d'autres fonctions à l'époque, quand il y a eu la grippe H1N1. Mais on a oublié tout après. On avait mis en place une série de choses, on avait réfléchi, et puis on oubliait comme si ça n'allait plus jamais arriver.
Ne recommençons pas ce genre de bêtises et on a besoin de plans d'urgence. On a besoin de procédures écrites parce que, je l'ai encore vu dans cette pandémie, trop de travailleurs ne savent pas ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils doivent faire. Ils sont perdus, y compris d'employeurs qui sont dans les mêmes situations. D'intégrer les réalités psychosociales qui sont vraiment terriblement importantes et qui ont pris trop peu de place dans la gestion de cette pandémie. Je ne reviendrai pas sur ce que tu as dit par rapport au secteur de la santé, mais je l'ai vu dans les directives sur le cancer, le nombre de... et quand je dis travailleurs de la santé, au sens large, hein, c'est-à-dire ça va des médecins, des infirmières, aux gens qui mettent les médicaments dans des boîtes, simplement dans le transport de camions qui va de l'unité de production pharmaceutique à l'hôpital, hein, qui n'ont même pas les informations sur les dangers des choses avec lesquelles ils travaillent. Sur le politique, je pense que c'est l'expérience que j'ai eue au niveau européen, mais qui pour moi est aussi valable à tous les niveaux. Un politique en matière de santé et sécurité, en tous les cas, il doit avoir deux qualités. D'une part, une ambition forte pour atteindre les niveaux de protection les plus importants, mais en même temps, une humilité, une modestie pour se mettre à l'écoute des acteurs de terrain au travers de la concertation sociale. Il faut accepter que c'est là qu'on peut tirer les bonnes procédures, les bonnes pratiques qui permettent d'être efficaces sur le terrain. Et souvent, quand j'en gérais les révisions de la directive CMD, j'ai rencontré pas mal d'employeurs, de représentants des secteurs employeurs, et dont une série me disait, écoutez, monsieur Rollin, vous ne vous rendez pas compte, avec vos bêtises, enfin je veux dire avec mes mots, hein, avec vos bêtises, on va tout fermer, il n'y aura plus de boulot. Hein. Mais je leur disais, et dans votre secteur, est-ce que vous avez déjà discuté de ça avec les représentants des travailleurs? Est-ce que vous avez entamé des concertations? Ah non. Je dis, si vous ne voulez pas être emmerdé par des législations, eh bien prévoyez déjà avant les législations la façon dont vous allez travailler dans l'entreprise ou dans le secteur pour ne pas avoir des problèmes. Vous ne serez pas en situation de difficulté comme vous le craignez aujourd'hui. Et en la matière, l'articulation, je le dis ici parce que c'est vraiment l'endroit pour le dire, le monde du travail au sens large a besoin d'une meilleure articulation avec le monde de la recherche, avec le monde universitaire. Il y a une inégalité fondamentale dans le rapport travail-capital et la recherche, le monde universitaire peut permettre de compenser, en tous les cas partiellement, ce rapport inégalitaire. Importance de la sensibilisation par rapport aux politiques. J'ai eu droit, j'étais dans un groupe où j'étais un peu marginal au PPE, j'aurais peut-être plus facile chez les Groen. Bon, ok. Mais c'est d'ailleurs un ami Groen qui m'a dit, quand j'ai avancé qu'il fallait mettre le diesel dans une des révisions, il me dit, mais Claude, t'es complètement fou de faire ça dans ton groupe. Je lui dis, on va voir, on va peut-être y arriver. On y est arrivé, mais ce que j'ai constaté, c'est que si dans mon groupe politique, on m'a donné ce dossier-là, c'est pas parce que Claude Rollin était bon et compétent, hein. C'est simplement parce qu'il n'y avait personne qui voulait de ce dossier. Parce que c'est un dossier emmerdant, terriblement technique, sur lequel il fallait travailler beaucoup et sur lequel il n'y avait aucun relais médiatique possible, ou très peu en tous les cas. C'est ça la réalité. D'où l'importance d'avoir un travail de sensibilisation des politiques sur ces enjeux et l'importance de s'occuper de cela et de mettre les mains dans le cambouis dans ce type de dossier. Alors on a évoqué la commission. Et je ne vais pas, Stéphane, me faire l'avocat de la défense de la commission, c'est certainement pas mon rôle. Mais de mon expérience en tous les cas, quand on travaille au Parlement, il y a un premier défi. Arriver à l'intérieur de son propre groupe, ce n'est pas toujours évident, d'arriver à un consensus fort. Moi, je peux vous dire que je me suis fait plus que des ennemis dans mon propre groupe. D'abord, c'était la première difficulté. Deuxième difficulté, si on veut peser comme parlementaire, c'est d'avoir des majorités larges. Si on a une majorité à 51%, eh bien, c'est du pipeau. Ça ne sert pas à grand-chose parce qu'il va falloir négocier après. Et troisième chose, c'est d'être en capacité de négocier dans ce qu'on appelle le trilogue, où la Commission est effectivement un acteur. Mais moi, je peux vous dire que dans les directives sur le cancer, les difficultés que j'ai rencontrées, ce n'est pas avec la Commission, même que du contraire, j'ai été aidé par la Commission pour débloquer une série de choses qui bloquaient complètement. Mais par contre, les États nationaux, j'en ai eu une série dans les lattes, et je peux vous dire que là, ce n'était pas facile. Exemple diesel, mais c'était évident. Hein, j'avais les Allemands et les Autrichiens en face et pas un peu. Et heureusement qu'il y avait la CES et le DGB pour m'aider
à débloquer les choses en la matière. Mais donc, il y a vraiment un rôle important à avoir au niveau des États. Parce que souvent, c'est au niveau des États. Et parce que, comme certains employeurs, ils sont dans des logiques de concurrence, entre autres en matière de santé et sécurité, c'est-à-dire où on considère que moins de santé et sécurité, moins de protection des travailleurs, ça permet d'être compétitif. Quelle connerie! Quelle connerie, parce qu'en plus, ça introduit des éléments de distorsion concurrentielle au niveau européen. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a besoin de plus de législation européenne en la matière. Dernière chose sur les États, on peut raconter tout ce qu'on veut, on peut inventer toutes les législations qu'on veut. Mais si dans nos pays, je pense à la Belgique notamment, mais je circule encore beaucoup dans les organisations syndicales européennes pour le savoir, si on ne renforce pas les services d'inspection du travail, c'est du pipeau. Parce qu'on peut mettre des limitations de vitesse sur les autoroutes, s'il n'y a pas des radars et des policiers pour contrôler, ça ne va pas fonctionner. Eh bien, en matière de santé et sécurité, c'est la même chose et ça a des conséquences en termes de mortalité. Dernière chose, je termine vraiment super, là. Super, magnifique. Je ne fais pas partie des gens qui sont convaincus que grâce à cette pandémie, le monde va changer demain comme par magie. Je n'y crois absolument pas, malheureusement. Tout simplement parce qu'on l'a vu, le capitalisme, au travers de toutes ces crises, n'est jamais sorti que renforcé de ces crises. Ça ne veut pas dire qu'il faut être pessimiste et ne rien faire. Ça doit nous renforcer à vouloir faire des choses. Mais je pense que cette pandémie nous amène peut-être une chose, c'est le concept de santé globale, c'est-à-dire de santé au travail, mais de santé aussi de la planète. Et on a évoqué, je pense que c'est Tony qui l'a évoqué, la question des laboratoires. Eh bien, quand dans un endroit, on ne prend pas assez de précautions par rapport aux travailleurs salariés, aux travailleurs qui sont là, eh bien, on risque aussi des effets extérieurs, contamination quand ce sont des agents biologiques, mais contamination pour toute une série de pollutions qu'il peut y avoir. Et donc je pense que cette notion de santé, santé au travail, santé des citoyens et santé de la planète, eh bien c'est quelque chose qui devrait être parfaitement conciliable et qui me fait penser en tous les cas qu'il y a là un horizon vraiment positif sur lequel nous devrions pouvoir travailler ensemble. Merci. Merci beaucoup pour ces propos, Monsieur Rollin. Alors, il me reste à vous inviter à pouvoir prendre la première pause. Vous allez sûrement discuter du groupe 3 et 4, ainsi que des potentielles alliances à construire sur lesquelles Laurent a toujours beaucoup insisté, l'importance de ces alliances pour faire bouger les lignes. Voilà, merci en tout cas à tous les trois. Il faut les applaudir. Et on se retrouve dans 15 minutes maximum pour passer à l'axe 2 sur les questions de contentieux en matière de droit de la santé au travail. Merci à vous.